เข้าไปเล่าเรื่องทางสถานีวิทยุกับคุณเกียร่า Cuéntaselo a la radio de Keira. Opowiedz to w Radio Keira. Ven a decírselo a la radio de Keira. Komm, erzähle es in Keiras Podcast. Vai a dirlo alla radio di Keira. Mene ja sano se Keiran radios. قول اللي عندك على راديو كيرا. Say it on Kira's podcast. Bonjour Camille Milran, bienvenue chez vous. Bonjour Keira. Vous êtes photographe indépendant depuis 2007 et vous partagez votre temps entre commandes émanant de la presse mainstream et vos projets photographiques personnels. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt les projets personnels. Donc du coup, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi la photographie ? Pourquoi la photographie ? Parce qu'au départ, je voulais écrire des histoires en texte et que la conseillère d'orientation, elle m'a dit d'aller faire quelque chose plutôt autour de l'archivage et la collecte d'informations. J'ai fait une formation de documentaliste et j'ai eu la chance d'atterrir aux archives photos du journal Libération. Donc du coup, j'ai découvert plus concrètement le métier et ce qui m'a permis de rentrer dans une formation par apprentissage en BTS photographique. Ça, c'était il y a 12 ans. Et après ? Et après, la photo, donc écrire des histoires, les raconter en images fixes. Comment j'y suis arrivé par plusieurs manières. Mais bon, donc j'étais apprenti, je travaillais pour une boîte, puis à côté, je faisais une formation. Et très vite, j'ai eu besoin de retourner. En fait, j'ai monté un échange photographique avec une confrère malienne, Fatoumata Diabaté. J'ai trouvé des sous pour qu'elle puisse venir de Bamako à Aubervilliers pendant 2 mois. Et moi, je l'ai accueillie à Aubervilliers. Et pendant 2 mois, je suis allé dans son quartier d'enfance, au Badialan 2, à Bamako. Et du coup, on s'est retrouvés autour d'un axe assez large. C'était la jeunesse, donc la jeunesse franco-malienne, la jeunesse malienne de Bamako. Et on a exposé ce regard croisé au festival de Lectoure dans la foulée. Et voilà, en fait, je suis retourné sur le continent africain après y être allé à l'âge de 10 ans avec mon père pendant un voyage initiatique de 3 mois. Où là, il m'avait emmené dans un camion J9. On est parti de l'est de la France et on a fait Maroc, Mauritanie, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire. Et du coup, je pense que c'était une espèce de... Ouais, j'avais besoin de retourner là-bas, quoi. Donc dès que j'ai eu la majorité, que j'ai eu 20 ans, je suis reparti là-bas à travers cet échange photographique. Donc c'était quoi ? La photo était une excuse pour retourner là-bas ? C'était la photo, non. Le métier de photographe, du coup, c'était confirmé, c'était ce que j'avais envie de faire. Parce que pendant mon stage, j'avais rencontré une quantité de... À l'époque, Libération, ils faisaient bosser beaucoup d'auteurs. Donc il y avait des collectifs de photographes, c'est là où je découvre tout ça, tout ce petit monde-là. Et du coup, j'avais envie de leur ressembler, j'avais envie de faire la même chose qu'eux. Et après, donc il y avait 2 choses qui se cumulaient, quoi. L'envie de retourner sur le continent que j'avais commencé à découvrir avec mon père et raconter ce retour à travers cet échange photographique. Puis après, ça s'est confirmé avec d'autres... du coup, j'ai toujours essayé, en fait, depuis le début, sur mes boulots personnels, de travailler dans le cadre d'échanges, de croiser des regards, de croiser des pratiques, de ne pas avoir seulement son point de vue qui prévaut, mais le confronter à d'autres. Donc, que ce soit en Roumanie, j'ai travaillé avec une jeune journaliste roumaine. Puis après, c'est suivi d'autres voyages. Et pareil, c'était à chaque fois des collaborations, des binômes, quoi. Ça me semblait donner plus de force au travail final. Et finalement, dans le choix des territoires que vous choisissez de photographier, donc il y a la Roumanie, l'Algérie, il y a la Côte d'Ivoire avec Abidjan, il y a le Congo, le Maroc, le Niger, Madagascar. Est-ce que c'est des choix que vous faites ou à un moment donné, ça se croise avec des commandes ? Alors le Congo et Madagascar, en fait, c'est pas moi qui suis allé proprement dit, c'était dans le cadre d'un projet collectif qui s'appelait le Quotidien des Capitales, où on avait décidé à 4 photographes d'intégrer les rédactions de 4 journaux du continent africain, si tu veux. Donc il y avait le Congo, le Maroc, la Côte d'Ivoire et Madagascar. Et voilà. Et du coup, là c'est pareil, c'est un exemple
de travail en commun, c'est-à-dire qu'on avait chaque photographe a proposé une rédaction, s'est introduit dans une rédaction en immersion, et le but c'était de raconter comment se construisait l'info, mais vu du continent africain. Dans l'idée de proposer un autre regard sur le quotidien et la manière dont on raconte ce continent depuis longtemps, qui est souvent réduit à soit des angles très précis, soit des choses liées à des conflits, à des maladies. Et là, le but, c'était d'être sur quelque chose de plus... d'être sur de la banalité du quotidien, sur des choses simples, de la vie quotidienne, comme ce qu'on fait aujourd'hui en Europe. Mais voilà, porter un regard simple là-dessus, c'était notre entrée, quoi. Malheureusement, du coup, on allait chercher un peu des supports, des manières de diffuser ça, et on l'a fait à notre propre compte pendant 2 années de suite. Et puis après, on a arrêté parce qu'en fait, c'était compliqué de financer tout ça. Et après, le Maroc, j'y suis allé parce que j'ai réussi à décrocher une résidence avec l'Institut français à Casablanca. Pendant 2 semaines, je me suis plongé dans le quotidien d'étudiants africains, donc du continent, qui venaient au Maroc pour étudier. C'est un peu l'Europe moins chère. Enfin, il y avait cette problématique-là que je voulais raconter. Et puis, donc ça, c'était en 2013. Et puis, j'arrive très vite en Algérie en 2014, où là, je suis stagiaire au sein du journal El Watan, le week-end. Et de ce premier voyage en stage, j'en fais du coup 17 dans la foulée, c'est-à-dire jusqu'en 2020. Je vais en Algérie et je décide par fragments, par petits séjours, d'essayer d'éplucher, de raconter la banalité du quotidien, mais vue de l'Algérie. Et donc, j'atterris dans une famille d'adoption que j'avais rencontrée au cours d'ateliers photo, vidéo menés avec la ville d'Aubervilliers. On était à Bab el-Oued pendant 15 jours et on a fait un film avec 10 jeunes d'Aubervilliers et 10 jeunes d'Algérie. 10 jeunes de Bab el-Oued, mais pas que. Et de ce petit film, c'était hyper fort, c'était un séjour hyper dense. C'était dans le cadre de Génération Court. Je décide de retourner 17 fois après. Et grâce à la famille d'adoption qui habitait à Bollorine, qui habite toujours à Bollorine, ça me fait mon point d'ancrage algérien. Puis après, je commence à connecter des confrères, des gens qui travaillent aussi, qui écrivent, qui font des films, qui font de la radio. Et je me lie d'amitié avec Leïla Berato, qui est correspondante pour RFI à l'époque, qui bosse aussi pour El Watan Weekend. Et en fait, on va travailler ensemble pendant 4 ans dans une maison de 2 étages sans toit, qui s'appelle Derwisha, où là, on va raconter le quotidien d'Ivoiriens et de Camerounais qui sont en route vers l'Europe. Et au début, on va raconter cette maison avec du texte et du son, ou de la photo et du son. Et puis après, on décide de faire un film de 40 minutes, un film documentaire qu'on a diffusé en Algérie, en France, un peu au Maroc, en Tunisie. Et donc, la suite de ce projet s'appelle Blade Runner. C'est la suite des résidents de cette maison. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont réussi à rejoindre l'Europe, qui sont soit plutôt entre Clermont-Ferrand, le nord de la France, l'Italie. Et puis il y en a d'autres qui sont rentrés après 8 ans d'exil, qui sont soit au Cameroun, soit en Côte d'Ivoire. Donc l'idée du projet, là, c'est de continuer à documenter ces situations qui sont toutes particulières et qui en fait, mis côte à côte ou en parallèle, permettent de comprendre un peu ce que ça veut dire retrouver sa famille après 8 ans d'absence, ce que ça veut dire se reconstruire ou construire une nouvelle vie dans un pays européen qu'on ne connaît pas, avec les contraintes qui sont les nôtres. Voilà, une quantité de questions posées à travers des images, des entretiens, du son, de la vidéo. Et l'idée, ça serait de rendre visible ce projet-là d'ici 2021 sous forme d'exposition multimédia. Voilà, depuis un certain temps, je travaille à ça, soit avec un peu d'aide, soit des bourses d'aide à la photographie, soit sur mes fonds propres, ça dépend. Et du coup, Derwisha, qui a un petit peu tourné ici et là, que ce soit en région, sur le territoire français ou en Afrique, quel est l'accueil de ce film ? Et déjà, ce film, c'était le plus important. Il a été super bien accueilli par les anciens résidents de cette maison. Donc Derwisha, ça veut dire la sorcière
en arabe. C'était le surnom d'un quartier, à 30 km d'Alger, plutôt vers la Madrague pour ceux qui connaissent. Et l'enjeu de cette réalisation au départ, c'était que les gens s'y retrouvent. Les gens nous avaient fait confiance au bout d'un certain temps, au bout de 4 ans d'immersion. Et le gros stress de la première projo, il y a 2 personnes de cette maison qui sont venues voir ce film à la Cité de l'Immigration. Et le gros stress, c'était de savoir comment ils recevaient ce film-là. Et en fait, après, il y a des gens qui sont venus nous revoir en nous disant mais nous, on n'est pas dans le film, à l'époque, on ne voulait pas, mais on aimerait bien être dedans, on a des choses à dire, des choses à raconter. Donc, l'essentiel était gagné. Après, comment c'est reçu, ça dépend. Quand on s'adresse à un public militant qui travaille sur ces questions-là, c'est super bien reçu parce que ça donne... c'est un travail d'observation qui sert à des gens qui travaillent sur ces questions migratoires. Après, quand on s'adresse à un monde du cinéma, documentaire, on nous pointe du doigt souvent les écueils de ce film. Ça dépend à qui on le montre. Moi, ça nous a appris beaucoup de choses, ce film-là, Leïla et moi. Et puis le film, en fait, il continue à vivre. Et il continue à vivre à travers les personnages aujourd'hui En fait, je commence à accumuler des petits films par personnage qui seront la suite. Donc, non, c'est très riche, ce film-là. Il a été très riche, à plusieurs égards. Je me pose la question surtout quand vous avez pu le projeter, par exemple, en Algérie, et que des Algériens ont vu, qu'est-ce qu'ils découvrent, qu'est-ce qu'ils disent à la sortie du film? Alors, on l'a projeté à Tlemcen et à Alger, il me semble, ouais, c'est ça. À Tlemcen, les gens étaient super contents d'en savoir un peu plus sur des voisins, sur certains de leurs voisins en fait, avec qui ils sont pas forcément rentrés dans les détails de leur vie, et ça donnait un autre point de vue de ce qu'ils voyaient dans les journaux algériens quotidiens, qui ont l'habitude souvent de montrer du doigt la migration d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, en les réduisant simplement à des gens qui mendient ou des gens qui font des mauvaises choses, alors que c'est évidemment pas ça la question. Ça a été plutôt super bien reçu. Après, on nous reprochait de ne pas parler d'Algérie dans ce film-là, alors qu'on en parlait... En fait, on parle d'une micro-société qui vit en parallèle de la société algérienne. Donc, souvent, c'était le reproche qu'on nous faisait, surtout en Algérie, pour un public algérien attaché au pays, aux valeurs du pays. On nous disait, mais pourquoi vous ne parlez pas plus de l'Algérie? Pourquoi? C'était un parti pris, en fait. C'est un huis clos dans une maison fermée on parle d'invisibles, des gens qu'on voit que sur des chantiers ou dans des boutiques, mais pour acheter le nécessaire pour vivre, mais sinon, ou qu'on voit marcher sur des longs trajets, mais sinon on ne les connaît pas en fait. Les Algériens vivent à côté, mais pas ensemble. Donc voilà, c'était plutôt un bon accueil. Même à Alger, c'était les mêmes retours? À Alger, c'était les mêmes retours. On n'a pas eu de... Non, le seul reproche, c'est pourquoi vous parlez pas pourquoi vous donnez pas plus la parole aux Algériens. Mais nous, on voulait pas ça, c'était un parti pris, c'était de dire on veut déjà faire causer les résidents qui sont dans cette maison, qui sont invisibles, et puis déjà, si on y arrive, c'est bien, quoi. Et je me pose la question parce que moi, j'ai vu le documentaire quand il est sorti, et donc en région parisienne, et moi, je découvrais qu'il y avait des migrants qui étaient de passage en Afrique du Nord, donc en Algérie, mais surtout qui restaient un moment. Et j'y avais jamais pensé. Oui, parce qu'en fait, ça devait être qu'une étape dans leur parcours. Et en fait, il y a des gens qui ont trouvé du travail sur l'Algérie est un pays en perpétuelle construction, on construit des logements à tout va, et en fait, surtout les garçons, les hommes ont trouvé du boulot à la journée sur des chantiers. Pour les femmes, c'était plus compliqué. C'était soit travailler dans des hammams et masser les femmes algériennes pour les plus chanceuses, ou faire du ménage, mais sinon c'était plus réduit, quoi. C'est encore plus complexe quand t'es une femme. Mais c'est vrai que pour les hommes... Du coup, en fait, le dinar étant intéressant, le coût du logement et de la vie étant moins important que le Maroc, en fait, tu y restes plus facilement, quoi.
Et puis après, avec la complexité de la Libye, du passage au Maroc, il y a une quantité de facteurs qui fait que les gens sont restés plus longtemps que prévu. Et finalement, il y a des hommes ou des femmes qui sont devenus parents, qui ont mis au monde des enfants. Il y en a qui dans la maison là, de cette maison, il y a une famille qui est arrivée à Clermont-Ferrand. Et les enfants, en fait, ils ont la nationalité algérienne. Ils ont la peau noire et la nationalité algérienne. Et dans la cour de récré à Clermont, les gamins, ils racontent que quand ils disent qu'ils sont algériens, les Auvergnats, ils ne les croient pas. Ils disent, mais non, t'es pas algérien. Mais en fait, si, parce qu'ils sont nés là-bas. Donc, non, en fait, à Daroucha, beaucoup de gens, ils sont restés plus que prévu. Et puis, il y en a qui sont restés très longtemps, puis qu'en fait, comme Rodrigue qui est rentré au Cameroun, ou Michel et Mira qui sont rentrés au Côte d'Ivoire. Pour eux, ils ont décidé de rebrousser chemin parce que, bon, pour des questions personnelles, mais aussi pour des questions économiques. Notamment Rodrigue, lui, il s'est dit, mais attends, je suis dans une fratrie, je suis avec mes 2 frères et ma sœur. J'ai envie de les retrouver, je les ai pas vus là depuis 8 ans. Je leur envoie des économies, mais bon, c'est pas ça. Et pourquoi je vais pas venir reconstruire quelque chose avec eux? Retrouver les miens, c'est important. Être proche de mon père, ma mère. Voilà, Michel Mira, c'est une autre problématique. Enfin bon, le but de ce projet, c'est vraiment sur des parcours très singuliers, de montrer la pluralité des issues de chacun et en fait avec des questionnements qui sont les nôtres, quoi, avec des histoires d'amour, des conflits, des problématiques d'argent, d'économie. Voilà. Et du coup, ça rentre dans le projet de Blade Runner ou c'est une porte d'entrée pour Blade Runner? Non, c'est la suite. En fait, Blade Runner, c'est la suite de Darwisha. Le bled comme le bled, quoi. On a tous un bled d'où on vient. Et runner, parce qu'en fait, les gens qu'on a rencontrés en Algérie, ils sont éparpillés dans le monde entier. Il y a même des gens aux Philippines aujourd'hui. Donc, je vais à Dubaï, en Turquie. Donc voilà, c'est mondial. Et le projet Blade Runner, il a démarré en 2011 ? Non, le projet, il a démarré en 2015, en janvier 2015. Il se poursuit aujourd'hui. 2011, c'est le premier voyage en Algérie. C'est quand je pars avec la mairie d'Aubervilliers, dans le cadre de l'échange avec les jeunes à Bab el Oued. C'est là que le coup de foudre arrive. Et du coup, le choix des territoires, il se fait un petit peu par hasard, presque. Il se fait pas par hasard, il se fait au fil des rencontres, quoi. En fait, moi, dans mon boulot perso, je fais aussi vachement confiance aux rencontres que tu peux faire, au feeling que tu peux avoir avec certaines personnes qui te donnent envie de revenir, de fouiller, de creuser. Pas forcément de les photographier, mais c'est peut-être ces personnes-là qui vont t'amener à rencontrer d'autres. Et puis, y a aussi quelque chose de l'ordre de la fidélité, de la confiance, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont permis de photographier leur quotidien qui n'est pas le mien, mais en ayant confiance sur l'issue de ces photos-là, sur la manière dont j'allais les diffuser, avec quel message derrière, dans quelles conditions. Et ça me paraît hyper important. Et en fait, Blade Runner, c'est aussi des gens qui, au départ, voulaient pas que je les photographie, qui voulaient absolument pas parler dans un micro, et qui voulaient pas du tout qu'on sache où ils sont, qui maintenant prennent la parole et racontent un quotidien, racontent certaines réalités. Et si c'est des gens avec qui aussi j'ai lié de l'amitié. J'ai des liens d'amitié qui se sont faits. Donc il faut réussir à garder cette distance de photographe, documentaire, avec cette liaison amicale par-dessus. C'est un peu ça l'enjeu, mais c'est hyper prenant. C'est hyper encourageant. Je sais, tu vois, si je voulais continuer de parler de la question de la migration aujourd'hui, du déplacement des populations, je pense que je pourrais pas m'appuyer sur autre chose que les gens que j'ai rencontrés en Algérie qui sont maintenant éparpillés un peu partout aux 4 coins du monde. Ça me paraît c'est des relations intimes que j'ai envie de creuser et qui vont, à mon avis, donner du sens à ce que tu vas en faire ressortir, quoi. Est-ce que on peut parler du choix parce que j'ai l'impression que souvent dans vos travaux, on voit beaucoup la jeunesse, on voit effectivement les migrants, mais aussi beaucoup de jeunes. Et du coup, est-ce qu'il y a un intérêt pour cette tranche d'âge, on va dire, ou ce moment Le moment où on bascule dans l'âge adulte, qui peut durer très longtemps.
Ouais, c'est presque sûr qu'il y a un fil conducteur. En tout cas, j'avais commencé au départ à raconter la jeunesse malienne, la jeunesse roumaine, la jeunesse vosgienne, là où je suis né, confronté à la jeunesse ivoirienne. Bon, le choix, il s'est fait juste sur des opportunités et des rencontres. Et puis après, le but étant de donner de la profondeur à ce travail-là en confrontant ces quotidiens et en fait en se rendant compte qu'on avait à peu près les mêmes préoccupations à 1000 km de distance ou avec des langues très différentes, on a les mêmes questionnements, y compris la jeunesse algérienne. Après, c'est aussi parce que cette catégorie, cette tranche d'âge, c'était celle avec laquelle j'arrivais à... peut-être à j'en suis ressorti un peu de ça, parce qu'au départ, c'était quelque chose qui me tenait, et puis peut-être que j'avais pas envie de vieillir trop vite. Et en même temps, après, tu as un problème de distance qui fait que t'es pas forcément bon avec des gens du même âge que toi. Et, parfois, il se passe plus de choses avec un ancien retraité qui va te raconter beaucoup plus de choses sur sa vie que ton égal qui finalement va pas avoir envie de se confier à toi. Pourquoi il se confierait à toi? Pourquoi il te raconterait des choses? Donc ça, c'était vrai au début. Et après il se trouve que sur la question migratoire, il y a beaucoup de jeunes qui sont... de jeunes de 20, 35 ans qui sont touchés par cette question, qui sont sur les routes. Donc oui, de fait, ça revient souvent dans mes photos, mais voilà, c'est plus forcément le prisme sur lequel je veux être seulement, quoi. Est-ce qu'on peut parler de photographes engagés à travers vos travaux? J'espère, en tout cas, engagés sur... je vous dis, sur la manière dont je restitue et je peux montrer ces images-là, ça me paraît être un engagement de respecter l'anonymat des gens, de respecter leur volonté d'être publié ou pas, respecter leurs paroles, respecter ma parole. Après, je prétends pas... ces images du quotidien, de la banalité du quotidien, elles permettent pas de... C'est pas un engagement au sens strict du terme, c'est pas... Je prétends pas, ces photographies-là n'ont pas une prétention à changer les choses. Si elles peuvent nourrir une discussion, si elles peuvent ouvrir des débats, si elles peuvent poser des questions, c'est déjà bien et c'est déjà quelque chose d'important. Donc l'engagement il se situe à ce niveau-là. Ça donne aussi à voir autre chose, en tout cas de ce qu'on nous raconte dans les médias mainstream, que ce soit sur les migrants, sur certaines jeunesses d'ici et là. Il y a pas un autre point de vue, mais une autre façon d'approcher ces questions-là. Donc on peut aussi voir l'engagement juste à ce niveau-là. Et est-ce qu'on peut parler du travail sur les pieds dans la France? Alors les pieds dans la France, c'est un projet que je co-réalise avec deux amis photographes, Thierry Caron et Stéphane Doulet, depuis 2009. On a eu pour ambition à l'époque de raconter la France en mutation, la France de la périphérie, la France rurale, et confronter un peu ses quotidiens, confronter ses univers et poser des questions un peu génériques sur ce quotidien-là, quoi, la question de la retraite, du travail, l'apprentissage, l'éducation. Donc en fait, ça se décline en plusieurs épisodes multimédia. Le premier épisode a pris place à Laveline devant Brouillard dans les Vosges, où là on a raconté la suite d'une ville qui s'est construite autour d'une cité ouvrière, d'une filature de coton. Et puis de cette filature, dans les années 2000, il reste un trou de 9 hectares, et comment on vit autour de ça. Donc on allait voir les anciens ouvriers de l'usine, les jeunes. Pendant 3 ans, on a fait des allers-retours dans les Vosges pour raconter ce quotidien-là. Après le deuxième épisode, on a passé 1 an et demi dans une classe de 3e, surtout dans un collège, collège Pablo Neruda à Évreux, dans le quartier de la Madeleine, où là l'idée c'était de raconter l'éducation et l'importance d'un lieu comme ce collège-là dans un quartier populaire comme celui de la Madeleine. Et après, le 3e épisode, ça a pris place à Dunkerque, où on a parlé d'immigration et on a fait causer des anciens navigateurs comoriens qui étaient garçons de café sur des bateaux de commerce qui partaient de Madagascar à l'époque et qui rejoignaient Dunkerque. En fait, on a voulu savoir pourquoi il y avait des Comoriens installés dans le Nord-Pas-de-Calais et dans le territoire de Dunkerque.
Puis après, on a continué ce projet-là un peu chacun sur des sujets, des questions qui nous étaient propres, quoi. Il y en a un qui a fait des choses sur les compagnons du devoir, un autre qui est Stéphane qui a proposé une série de raccourcis en Île-de-France. Moi, j'ai raconté le quartier chinois d'Aubervilliers. En fait, c'est un peu comme un laboratoire expérimental. Les Pieds dans la France, c'est un lieu donc un espace digital sur le web où on expérimente une manière d'écrire, une écriture d'auteur à 3, où on fait chacun les photos, le son et le texte, et la vidéo. Et voilà, ça continue encore aujourd'hui, sous d'autres formes, mais en tout cas, c'est un noyau dur, c'est avec eux que je me suis construit, c'est comme ça Puis c'est avec eux que je confronte mon écriture photographique, on est assez critiques les uns avec les autres. Ça permet d'avancer, quoi. C'est des gens avec qui je me suis fait. Où est-ce qu'on peut voir ce travail ? Sur lespieddanslafrance.fr ou lpdlf.fr. Donc c'est sur Internet. Mais il n'y a pas d'expo ou de lieu de relais par rapport... On aimerait bien, on en cherche des relais. Après, on a pu montrer quelques extraits de nos épisodes sur Mediapart à un moment donné. Et puis un peu sur Télérama. Et puis, en fait, depuis, il n'y a pas eu de nouvelles publications, mais on met à jour notre site internet. Et là, ça fait 10 ans qu'on fait ça. J'espère qu'un jour, on trouvera un lieu en dur pour accrocher nos photos, et faire écouter nos enregistrements sonores et montrer nos vidéos. Ok. Ben voilà, je pense qu'on a tout dit. Moi, Merci, je voulais juste qu'on parle, mais on n'est pas. Enfin, c'est comme toi, tu le sens. Je me posais la question, moi, comment vous arrivez à faire l'accord entre le mainstream et ce que vous racontez, puisque comme à travers vos photos et tout, vous racontez quand même une autre histoire de ce qui est dit dans le mainstream, mais que quand même vous collaborez quand même assez, pour pas dire énormément, avec. On va pas citer la presse pour qui vous travaillez, mais les presses pour lesquelles vous travaillez. Mais comment vous arrivez à faire le grand écart entre le travail perso et les commandes ? Alors déjà, heureusement que j'ai quelques commandes pour le mainstream. Donc oui, je suis assez fier. D'ailleurs, je travaille un peu pour Le Monde, un peu pour Jeune Afrique, un peu pour Télérama. Comment ça se passe et comment le grand écart, j'arrive à le faire parce que en fait, que ça soit dans ces travaux de commande ou dans le travail personnel, il y a des principes que je garde, que ça soit pour l'un ou pour l'autre. Le fait de photographier quelqu'un avec son accord, c'est des choses... Enfin voilà, il y a des principes que j'applique qui me permettent de rester en accord avec moi-même. Si quelqu'un ne veut pas être reconnu, je conserve son anonymat sans aucun problème. Si parfois c'est pas possible de faire des photos, je les fais pas, même si c'est une commande pour un journal. Après ça s'argumente et mes responsables sont capables de l'entendre. Voilà, j'essaie de faire ça à ma manière, mais effectivement sans en rougir, quoi. C'est pas heureusement qu'on a des commandes de la presse, parce que sinon on peut pas compter que sur les bourses ou les appels à projets. Et c'est important d'être dans le réel et dans le ou même faire de l'actu ou faire des choses comme ça, c'est pas grave, c'est d'autres domaines, c'est d'autres choses. Dans le boulot perso, je préfère le travail au long cours, revoir les gens, prendre du temps, parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de sens qui en ressort. Mais non, j'arrive à allier les deux, c'est bien, pourvu que ça dure. C'est aussi grâce aux commandes justement qu'on arrive à faire vivre le perso aussi. Absolument. En fait, il y a beaucoup, essentiellement, sans les commandes, j'aurais pas pu faire 17 voyages en Algérie, parce qu'il y a eu très peu de voyages où j'ai décroché des commandes en même temps que mon boulot perso. Et donc, heureusement qu'il y a ça, ouais. Tout Derwisha, que ça soit Leïla ou moi, on a chacun mis de notre poche pour pouvoir faire ce film. Mais je trouve que c'est important de garder ces espaces-là, et en fait c'est aussi son travail personnel, c'est aussi un endroit, un espace où
Je pense, hein, où on se sent hyper à l'aise avec ce qu'on fait, ce qu'on raconte, on sait pas où on va. Parfois on se dit que c'est un peu... Ça peut être vain, ça sera jamais vu, et pourquoi, et comment ça va être visible. Mais en fait, on en retire d'autres choses plus profondes, et je pense que c'est important de... Si je restais que sur mes commandes, je pense que je disparaîtrais vite de la circulation. Parce qu'en fait, le circuit, les commanditaires, les clients, et c'est pas forcément que les journaux, des entreprises, des services communication d'entreprise. Si vous leur donnez pas des choses, leur proposez pas des choses que vous avez envie de raconter, finalement la discussion elle est assez vaine, elle a pas trop d'intérêt, quoi. Donc c'est bien d'arriver avec être force de proposition, c'est hyper important pour rester aux aguets, pour rester dans les starting blocks. Et puis pas vivre sur ses acquis, quoi. Non, c'est pour l'instant j'arrive à trouver un équilibre qui est fragile. Là, on a eu 4 mois où c'était hyper... pour tous, quoi, tous les indépendants qu'on est, c'est hyper dur, et on espère que ça va continuer. Et donc là, il y a Blade Runner qui est en cours encore. Et est-ce qu'il y a d'autres projets qui arrivent ? Non, Blade Runner, ça représente déjà pas mal de choses. Là, en fait, je reviens cet été, j'ai accompagné un des anciens résidents de Darwisha qui est passé par Naples, qui est maintenant à Clermont-Ferrand. On est retourné à Naples, en Italie, pour qu'il passe son permis de conduire. Donc voilà, ça a été une sacrée aventure en Flixbus. Et en octobre prochain, l'idée c'est de retrouver Michel, qui est maman d'une petite Mira, qui a maintenant 7 ans. Et les retrouver toutes les deux à Abidjan au mois d'octobre prochain. Ben, c'est très beau. Merci Camille Mirand. Merci Kera. Et puis à bientôt. À bientôt. Komm, erzähl es auf Keras Podcast. Pode dizer lá na rádio da Kera. Adore Radio Kera bu di ça. Geçseldadım Kera. Kera'nın radyosunda söyle. Demal wax ko ci radio Kera. Radio Kera da Kaseybuke. Opowiedz to w Radio Keira.